Bonjour chers téléspectateurs de www.infoactu.net. Nous sommes le 9 juillet au camp sapeur de Thiès. Nous recevons dans notre première émission Karange, mon lieutenant-colonel Maye Konaté. Bonjour mon lieutenant-colonel. Bonjour. Faites votre présentation s'il vous plaît. Voilà, donc je suis le lieutenant-colonel Maye Konaté. Je commande le groupement d'incendie et de secours numéro 2 qui regroupe les régions de Thiès et de Diourbel. Parlez-nous un peu du métier du sapeur. Voilà, donc merci. Question très pertinente quand vous me posez cette question. Tout ce que je peux dire donc pour d'abord le métier de sapeur-pompier, tout le monde le sait, donc c'est par rapport à notre mission. La mission du groupement d'incendie et de secours numéro 2 et c'est une formation qui est chargée dans les limites de son secteur des secours et de la protection tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Donc ça, si je dois le détailler un peu, il y a d'abord les secours d'urgence et la lutte contre les incendies, les périls ou accidents de toute nature pouvant menacer la sécurité publique comme je l'ai dit tantôt. Et sinon aussi, on s'active aussi autour de la prévention et de la prévision des risques pour la protection des personnes et des biens. Et en outre aussi, nous concourons avec les autres services concernés à la gestion des catastrophes et à la protection de l'environnement. Voilà. Nous avons aussi quelques missions conjoncturelles aussi. Il s'agit plus particulièrement de participer à la gestion des inondations, comme vous voyez chaque année, donc on est sur le terrain. L'exécution aussi de quelques séances de formation en matière de secourisme et d'extinction incendie au profit des organismes, des structures publiques comme privées. Et nous participons aussi à certaines campagnes de sensibilisation par rapport aux incendies, aux accidents divers, comme les accidents domestiques et les autres accidents. Et nous participons aussi à la couverture sécurité des grands événements, surtout religieux, comme le Magal de Touba, comme le Gamou de Tiawan, comme le pèlerinage marial de Popenguine et les autres événements aussi. Et nous avons aussi quelques manifestations sportives, comme les championnats, comme les matchs internationaux, comme la lutte, ainsi de suite. Et nous participons aussi au ravitaillement en eau des populations quand il y a des pénuries, comme c'est le cas, donc je crois qu'il y a quelques mois passés, il y avait une grosse pénurie d'eau au niveau du pays, et donc les pompiers ont eu à participer au ravitaillement en eau des populations donc sinistrées. Et nous participons aussi à l'assainissement des sites publics ou privés, et nous participons aussi aux revues, comme au même titre que les armées, les défilés, les cérémonies officielles et militaires. Voilà d'une manière globale, donc nous, notre mission est pour vous dire un peu ce que nous faisons sur le terrain et concrètement au profit des populations. Qui est M. Konaté en tant que sapeur? Voilà, bon, pour parler de moi, donc un peu difficile, mais quand même je veux dire que le lieutenant-colonel Konaté est rentré dans l'armée donc en 1983. Donc j'ai commencé d'abord par l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kaolack. À l'issue de mes 2 ans de formation, donc j'ai fait un passage au bataillon d'artillerie, donc en tant que militaire, et j'ai eu à faire 5 ans. Après, je suis venu au Prytanée militaire de Saint-Louis comme chef de classe. C'est à partir du Prytanée maintenant que j'ai fait le concours d'admission à l'ENOA. Je suis rentré à l'ENOA en 91. Et de 91 à 93, j'ai eu à faire ma formation dans cette école. C'est d'abord en passant pour dire que c'est vraiment une école très noble et qui forme actuellement pratiquement les 80% des officiers ici de l'armée nationale. Donc à l'issue maintenant de ma formation en 93, je suis venu donc au sapeur-pompier. Donc depuis 93, je suis au sapeur-pompier. Sapeur-pompier aussi, j'ai eu à occuper plusieurs postes. Donc en commençant d'abord par adjoint, après commandant de centre de secours à Mour. Après Mour, maintenant j'ai été à l'état-major au niveau de la division instruction opération.
Et après ça, donc j'ai eu affaire aussi commande compagnie à Tambacounda. Après Tambacounda, donc je suis revenu à l'état-major. À l'état-major, actuellement, je suis présentement ici. Donc au passage, je peux dire aussi que j'ai effectué aussi une mission d'OPEX, comme on dit, dans opération extérieure, donc en Haïti, donc de 2011 en 2012. Voilà. Donc pour mes formations, donc j'ai eu à faire certaines formations ici au Sénégal, et la majeure partie de mes formations c'est au niveau de Paris, à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers de Paris. Donc là où j'ai fait donc ma formation initiale sapeurs-pompiers, le brevet de prévention, le commandement des opérations de secours, et j'en passe. Tout à l'heure, dans votre mission, vous avez parlé de comment vous faites pour gérer les grandes affluences pendant les fêtes religieuses. Voilà, donc vous savez, comme je vous ai dit tantôt, je commande toutes les unités qui sont dans les deux régions, les deux régions donc de Thiès et de Diourbel. Et tout le monde sait que ces deux régions qui sont caractérisées par l'organisation de pratiquement toutes les grandes cérémonies religieuses ici au niveau du Sénégal. Voilà, donc nous avons le Magal, nous avons le Gamou de Tiaon, nous avons donc Popenguine, nous avons Sindiassa, nous avons Tienaba et les autres. Donc en gros, nous dénombrons 55 cérémonies religieuses que nous gérons ici et que nous couvrons. Voilà, pour la couverture maintenant, il faut préciser que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Donc là, c'est une fédération, une gestion coordonnée de l'ensemble des structures de l'État. Pour notre part, donc nous, et dans le cadre de notre mission, nous assistons donc les populations aussi bien au niveau des déplacements qu'au niveau donc des sites ou bien des contrées religieuses, et nous assistons aussi donc aux populations au ravitaillement en eau, on participe aussi, et nous donnons aussi quelques consultations gratuites aussi donc aux populations d'une manière globale. Donc sur ça, généralement pour la couverture de ces événements, nous avons l'aspect prévention juste après l'événement. Donc nous faisons des visites de prévention au niveau des sites pour conseiller les organisateurs à prendre quelques mesures élémentaires pour éviter au moins les accidents, pour éviter les incendies et tout autre sinistre qui pouvait au moins être quelque chose de négatif pour l'organisation de ces événements religieux. Et maintenant, pour cela, nous mettons notre dispositif en deux échelons. Il y a un premier échelon qui consiste donc à mettre en place des moyens au niveau de tous les axes, les grands axes qui mènent au niveau de ces villes religieuses. Donc si vous voyez par exemple, je parle le cas bien précis par exemple du Magal de Touba, si vous voyez bien, donc nous mettons donc des engins d'incendie, des ambulances depuis Diamniadio jusqu'à Touba, donc aussi en quittant vers Saint-Louis, en passant donc par la route de Kaolack, ainsi de suite. Donc on met des moyens un peu partout pour au moins pouvoir intervenir le plus tôt possible quand il y a un accident de la circulation. Donc le premier échelon maintenant, c'est dans la ville même, où on met donc des postes de secours très rapprochés, puisque tout le monde sait que généralement pendant des événements pareils, les déplacements, la mobilité est très difficile, et pour éviter maintenant puisqu'on connaît des retards au niveau des interventions, on prépositionne des éléments, des petits détachements, donc un peu partout dans la ville, et pouvoir maintenant gérer ces cas bien particuliers. Donc voilà d'une manière globale les dispositions que nous prenons pour gérer ces genres d'événements. Monsieur Konaté, on va parler un peu des accidents qui se déroulent pendant ces manifestations. Voilà, donc généralement pendant ces actes, vous savez, donc chaque cérémonie avec ses particularités. Voilà, mais ce qu'on craint le plus, c'est surtout le risque d'accident de la circulation. Voilà, bon, parce qu'il y a beaucoup de ça, c'est des événements qui donnent beaucoup de monde, et les gens généralement voyagent par véhicule. Bon, même si par exemple le cas particulier de Touba, il y a quelques-uns qui prennent le train, mais généralement donc c'est la route, voilà. Et surtout
il y a certaines précipitations donc, sur la route pour que les gens veulent arriver le plus tôt possible, et surtout malheureusement avec les cars de transport en commun, les conducteurs, donc surtout avec les Ndiagandia et tout ça, les bus aussi, qui s'empressent donc à aller rapidement dans ces villes et de revenir à Dakar ou bien dans les autres pour prendre le maximum donc, de passagers et pour aussi gagner un peu d'argent. Donc généralement cette précipitation et ce manque de repos qui cause généralement des accidents de la circulation. Voilà, donc heureusement que depuis un certain temps aussi il y a quelques précautions que les gens sont en train de prendre, surtout par rapport à comme je l'ai dit tantôt, à la prévention en liaison avec la gendarmerie aussi, donc qui cadre bien donc ces axes de circulation. En plus de ça, maintenant il y a des campagnes de sensibilisation que les gens font au niveau de la radio, de la télévision, tout ça, pour au moins sensibiliser les gens par rapport au code de la route, par rapport à l'excès de vitesse, ainsi de suite. Voilà. Donc là aussi c'est important parce que heureusement qu'aussi depuis un certain temps nous constatons qu'il y a une diminution du nombre d'accidents de la circulation, parce qu'il y a aussi donc l'événement des dodanes, voilà, surtout cette année-ci, qui a considérablement diminué donc le nombre d'accidents. Voilà. Mais malheureusement toujours en termes de victimes aussi on enregistre toujours un nombre assez important donc, de victimes. Et généralement c'est les cars de transport en commun, les bus, les Ndiagandiaï qui sont impliqués dans ces accidents, et c'est pour cela que donc on a beaucoup de cas de victimes. Mais quand même les cas de décès aussi ont considérablement diminué, surtout les cas peut-être qu'il y a beaucoup de blessés, mais au moins les cas de décès ont diminué aussi par rapport à l'année dernière, surtout ce qu'on a vu. Revenons un peu sur Thiès pour parler du phénomène des Jakarta. Voilà, pour les cas des Jakarta, ça c'est vrai que c'est un nouveau phénomène que nous enregistrons. Malheureusement, c'est un phénomène que nous déplorons parce que ne serait-ce que durant le premier semestre, donc nous sommes actuellement à 683 cas d'accidents de Jakarta. Soit c'est entre Jakarta, ou bien c'est-à-dire chute d'un Jakarta, ou bien des Jakarta qui sont renversés par des véhicules automobiles, ou bien c'est des Jakarta qui heurtent les piétons. Voilà. Donc nous sommes actuellement à 683 cas donc de sortie. En plus de ça, maintenant, pour les victimes, nous sommes à 1807 victimes. Donc c'est assez costaud quand même. Malheureusement, on a eu 31 personnes décédées donc pour les cas de Jakarta. Donc si on voit, Thiès est le plus touché par ce phénomène de Jakarta. Bon, quand on fait voir un peu les statistiques, heureusement que peut-être qu'il y a eu 1776 qui ont été sauvés, mais nous déplorons malheureusement les 31 personnes qui sont décédées. Donc c'est un phénomène. Malheureusement, c'est quoi? C'est dû à l'imprudence donc des conducteurs de Jakarta. Voilà. Donc malheureusement il y a beaucoup de cas, les gens n'ont pas de permis de conduire, les gens ne respectent pas le code de la route, c'est l'excès de vitesse, parce qu'ils disent que le Jakarta peut passer un peu partout, voilà. Donc malheureusement c'est toujours des casses, voilà. Et nous le déplorons, et je crois que peut-être que des mesures seront prises par rapport à ça. Je sais que nous sommes en liaison étroite donc avec les autorités administratives, donc pour la gestion de ces cas en même temps aussi les autorités locales aussi, donc pour la gestion de ces cas de Jakarta. Voilà, qu'on puisse au moins mettre des garde-fous, surtout par rapport d'abord au port de casque, qui doit être obligatoire, voilà, et aussi que les gens puissent au moins avoir le permis au moins de pouvoir conduire ces Jakarta. Voilà. Et tout le monde sait que c'est un phénomène qui est là, voilà, parce que tout le monde va avoir maintenant un Jakarta, tout le monde prend le Jakarta, c'est moins cher, voilà, et tout le monde maintenant, les populations maintenant voient que maintenant c'est un moyen de déplacement qui est intégré dans leur vie, voilà. Donc, mais maintenant, ce qui veut dire qu'il y a des mesures particulières que les autorités doivent prendre par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a des réflexions qui sont menées, donc à tous les niveaux, pour voir comment on va gérer ces cas bien précis. Mais je sais que actuellement, la majeure partie des cas de Jakarta, c'était durant le premier trimestre surtout. Parce que je vous donne des chiffres tellement. Le premier trimestre, on était à
on était à 286 cas avec 28 cas de décès. Le premier trimestre, c'est-à-dire le mois de janvier, février, avril. Donc pour le deuxième trimestre maintenant, on a eu à peu près 3 cas donc, de décès, donc, et vraiment le nombre a diminué. Donc c'est ce qui veut dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et nous allons continuer donc à sensibiliser, à aussi vraiment essayer de voir comment faire pour gérer ces cas particuliers. Voilà. Quels sont les risques de votre métier? Voilà les risques de notre métier. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Donc, les risques de notre métier, comme le dit notre devise, hein, la devise c'est sauver ou périr. Voilà, quand on parle de périr, donc c'est parce qu'il y a des risques. Imaginez par exemple, parfois, donc les accidents, on parle par exemple au niveau des accidents de la circulation. Parfois c'est la nuit. Voilà. On met des triangles de présignalisation, on signale bien donc notre zone d'intervention, mais malheureusement, il y a des conducteurs qui sont là à vive allure, qui peuvent venir vraiment nous tomber sur nous. Et on a eu ces cas bien particuliers. Heureusement que peut-être que les gens ont eu à éviter, mais on a eu des sapeurs qui sont décédés par rapport à ça. Donc malgré donc la signalisation, les gens qui viennent, donc c'est la nuit, ils viennent en rond. Et d'autre part aussi, il y a par exemple les interventions par exemple dans les puits, voilà. Donc il y a des gens qui sont une victime qui est dans un puits assez profond, voilà. Donc il faut rentrer. Il y a par exemple il y a des risques parfois d'asphyxie à l'intérieur. Il y a des risques de parfois que nos cordages que nous utilisons pour faire descendre les feux, que ça se coupe, ainsi de suite, voilà. Et généralement c'est des cas qu'on a eu, mais au moins des mesures aussi sont prises, et nous avons aussi des moyens pour gérer ces cas particuliers. Par exemple, nous avons donc ce qu'on appelle des appareils respiratoires isolants qui nous permettent par exemple de descendre dans ces milieux pareils, donc pour ne pas respirer donc un peu le gaz carbonique qui se trouve dans ces milieux. Le risque aussi, c'est le risque aussi comme au niveau on le dit, hein, c'est le sang, nous touchons le sang, voilà, c'est le sang, on travaille avec le sang, parce que des accidents de la circulation, voilà, on est obligé. Mais heureusement qu'aussi nous portons des gants, voilà, en latex, donc qui nous permettent donc de pouvoir gérer ces cas. Les risques aussi, c'est les incendies. Au niveau des incendies, nous avons beaucoup de risques aussi. On va pour un feu, voilà, il pleut, comment dire encore là, on est dans un feu où il y a beaucoup de flammes, le feu est très intense, donc il y a la chaleur qui est là. S'il y a des personnes qui sont à l'intérieur, il faut aller donc les chercher pour les sauver. Malgré les flammes, il faut aller, parce que c'est notre métier, on est là pour les populations. Voilà. Et s'il y a par exemple des étages à 2, 3, des bâtiments à 3 étages, donc il faut mettre des échelles, il faut aller chercher les gens en haut pour les faire descendre. Il y a la fumée, il y a la chaleur, tu vois. Il y a les victimes qui ne comprennent pas, par exemple, qui ont tendance à sauter, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est des risques. Des risques aussi au niveau donc de sauvetage aquatique aussi, au niveau donc en mer, parce que nous rencontrons des cas de noyade actuellement avec les vacances qui s'approchent, donc les gens, les enfants, tout le monde, les populations donc fréquentent les plages, donc il y a des risques aussi. Donc si on doit pour aller chercher quelqu'un qui risque de mourir par exemple, qui est là, qui se noie, donc là aussi c'est des risques. Voilà, on peut y aller, et maintenant la victime aussi peut attraper par exemple le sauveur, et tout ça c'est un peu compliqué. Mais quand même, avec la formation, l'aptitude de nos gars, vraiment qui sont très bien formés, ça il faut le dire aussi, hein, quels que soient les trucs, au moins les gens y vont. Mais malheureusement, on a quelques cas où vraiment on laisse aussi des éléments. Voilà. Malheureusement. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre donc, des risques. Mais nous sommes faits pour ça aussi, hein. Donc c'est notre métier, donc on assume. Voilà, on assume. Voilà. Donc parce que nous, c'est une fierté de sauver au moins une personne vraiment qui est en détresse. Voilà, c'est une fierté. Voilà. Donc si vous voyez, donc c'est pour cela que donc pour tous ces gens qui sont malheureusement qui sont partis, donc tous les mardis matins on fait une cérémonie pour nous rappeler aussi de ces gens. Donc ce qu'on appelle la cérémonie aux morts tous les mardis après le rassemblement. Donc on lit la liste de tous ces gens qui sont partis. Donc ça nous permet donc à chaque semaine de dire que ces gens sont avec nous. Voilà.
Qu'est-ce que vous allez dire aux populations pour mieux se protéger contre ces accidents? Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, hein, donc nous faisons des séances de sensibilisation des populations, nous participons à ça. Donc aussi bien pour les accidents de la circulation que pour les accidents domestiques et surtout que la sécurité incombe à tout le monde. C'est pas seulement les pompiers, ça commence d'abord par les populations, ça il faut le dire aussi, par les populations. Donc il y a des gestes minimums que les populations doivent avoir, doivent comprendre, voilà, doivent maîtriser. Voilà. Donc des gestes de prévention surtout. Si je prends quelques cas, par exemple au niveau donc de la prévention contre les accidents de la circulation, donc tout le monde sait que il y a le permis de conduire que les gens doivent avoir avant de conduire un véhicule. Voilà. Il y a des vérifications du véhicule à faire avant de prendre la route. Ça, tout le monde le sait. Il y a le respect du code de la route. Voilà. Et qu'il faut faire. Et maintenant, la limitation des vitesses et être tolérant surtout au niveau des routes. Voilà. Et surtout au niveau pour malheureusement nos parents chauffeurs, voilà, qui ont surtout des véhicules de transport en commun et transportent donc après plus de 8 personnes. Voilà, parfois c'est des 45 personnes, surtout les Ndiaganiaï. Donc ils savent qu'ils doivent savoir que derrière eux il y a des pères de famille, il y a des gens qui ont des stages, voilà, donc ils doivent vraiment veiller à ce que les gens arrivent à destination vraiment en toute sécurité. Voilà. Donc maintenant, il y a quelques gestes de secourisme aussi, comme je l'ai dit tantôt dans notre mission, que nous donnons aux populations organisées aussi en association. Donc s'ils veulent, ils n'ont qu'à écrire. Donc nous on est là pour leur vraiment leur inculquer quelques gestes de survie. Quand ils tombent par exemple devant un accident de la circulation, ou bien une personne malade, une personne par exemple victime d'un malaise, pour qu'ils prennent les premiers devant, les devants. Et surtout pour l'alerte aussi, parce que ça c'est important aussi, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas alerter. Comment alerter les pompiers. Et j'en profite maintenant pour dire aux populations qu'il y a le 18. Le 18 c'est un numéro qui est gratuit. C'est comme le 17 les autres numéros donc de la police et du SAMU ou bien des autres. Mais nous c'est le 18, c'est gratuit. À n'importe quel vous prenez votre numéro de téléphone portable, votre fixe, vous faites le 18, vous tombez sur une caserne de sapeurs-pompiers. Et les gens vont vous répondre. Là aussi, vous donnez les renseignements clairs et nets donc, par rapport à l'événement qui se passe. Voilà, la localisation, le nombre de victimes, hein, quelles sont les mesures prises, ainsi de suite, quels sont les risques de gravité. Voilà, tout ça c'est important. Et ne raccrochez pas tant que le pompier ne vous dit pas de raccrocher. Parce qu'on aura besoin de beaucoup d'éléments pour pouvoir vraiment véhiculer, hein, mais acheminer les moyens adaptés à la situation. Et là, c'est important aussi. Savoir aussi les premiers gestes à donner aux victimes aussi sur place. Et ça, il faut avoir des notions de premier secours. Et c'est pour ça important. Parce que de l'état futur de la victime dépend des premières mesures prises et surtout des premiers témoins qui sont sur place. Parce que si le premier témoin n'a pas les notions élémentaires, ça peut créer des problèmes, ça peut même aggraver l'état de la victime. Donc dès lors, si on n'a pas ces notions élémentaires, vaut mieux ne pas toucher à la victime, appeler les secours le plus rapidement possible et protéger. Tout le monde sait comment protéger un accident de la circulation ou bien quelqu'un qui est en détresse quelque part. Accident de la circulation, tout le monde sait qu'il faut faire, il faut baliser, arrêter les véhicules, hein, mettre un véhicule en amont et en aval et vraiment aller appeler les pompiers. Au lieu donc ne pas essayer de toucher la victime ou bien de transporter la victime. Tout ça donc c'est important. En plus de ça maintenant, savoir que les pompiers donc sont là à votre disposition 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, à n'importe quelle heure. Voilà. Donc il y a toujours la garde d'incendie, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, que les populations soient tolérantes aussi. Et je comprends bien, parce que les gens ont l'habitude de dire que les pompiers arrivent toujours en retard. Ah, ouais, ça c'est une... Mais ça veut dire que, moi je comprends, parce que quelqu'un qui est en détresse
apprécie le temps vraiment très long. Parce qu'imaginez quelqu'un qui est là, qui souffre, ainsi de suite, hein, ou bien il est avec ses parents qui sont là, ou bien ses amis, c'est les gens qui sont là à côté de lui. Donc eux, l'appréciation qu'ils ont du temps est différente donc de quelqu'un qui est là, normal, qui n'est pas sous pression. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'on pense qu'on vient toujours en retard. Et l'autre côté aussi, c'est que parfois il y a le retard au niveau de l'alerte. Parce que généralement, je prends un cas, un accident de la circulation, un incendie, je prends un incendie. Quand il y a un incendie, le premier réflexe des gens, c'est quoi? D'aller prendre des seaux d'eau, de se détendre. Hein? De crier un peu partout. Il y a des gens qui sont là affolés, ils ne peuvent même pas, ils sont tétanisés, ils crient un peu partout. Le premier réflexe n'est pas d'appeler les pompiers, généralement. C'est quand ils vont jusqu'à ce que ça déborde maintenant, ils commencent à appeler les pompiers. Voilà. Et quand ils appellent maintenant les pompiers, je vous dis que déjà nous, on a 1 minute pour quitter la caserne. Quand on reçoit l'appel, on a 1 minute pour quitter. Ça, c'est notre règle, en fait. Donc, pour quitter à 1 minute, donc la caserne. Donc, si on sort maintenant, rapidement on y va, à moins qu'il y ait maintenant un peu d'embouteillage, ça se comprend. Mais le plus tôt possible, nous on fait tout pour arriver à temps et pouvoir gérer la vie et l'amener à l'hôpital. Donc on le prend en charge et on le met dans nos ambulances bien reconditionnées et pour le mettre dans de bonnes mains au niveau donc des hôpitaux. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit. Et à la rencontre des populations, je le répète encore que nous sommes là. Tout ce que nous faisons, c'est pour les populations. Voilà, c'est notre raison d'être en fait. Voilà. Donc voilà, d'une manière globale, donc ce que j'avais à dire par rapport donc à... Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de premier secours? Voilà, je vous donne un exemple de premier secours. Il y en a, premier secours, par exemple, quoi? Donc nous on commence toujours par le quoi? Par la protection, comme je vous ai dit. La protection, c'est très simple, la protection. Ça dépend des cas. Un accident de la circulation, c'est le balisage du lieu. On a protégé. Quelqu'un, par exemple, qui fait quoi? Qui est pris donc avec le courant, par exemple. Voilà. Qui est là, le courant l'a pris. Donc, ce qu'il a lieu de faire, c'est de couper le disjoncteur. S'il y a disjoncteur, vous coupez le disjoncteur. Parce que si vous touchez à la personne, vous risquez d'être touché par le courant. Donc, ne le touchez pas. Parce que la protection, c'est quoi? C'est vous-même, vous protégez. Vous protégez donc la victime et vous protégez aussi les gens qui viennent, les badauds. Si vous savez qu'ici, par exemple, vous ne pouvez pas du tout toucher, il n'y a pas, je prends le cas du courant, vous savez que vous ne pouvez pas toucher à la victime, il n'y a pas de disjoncteur ici, ce qu'il y a à faire, donc c'est de mettre un périmètre de sécurité, dire aux gens de ne pas s'approcher, que personne ne s'approche. Je prends un autre exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui se blesse avec des tessons de bouteille. La première chose à faire maintenant, c'est de dégager les tessons de bouteille et de pouvoir venir maintenant faire vraiment les premiers soins à la victime. Parce que si vous venez, vous risquez d'être blessé aussi avec les tessons de bouteille. Donc, isoler tout ce qui est objet qui peut vous blesser vous-même en tant que secouriste, ou bien en tant que quelqu'un qui vient pour aider. Ça, c'est important. Donc, on commence toujours par la protection. Maintenant, après la protection, ce qu'il y a à faire maintenant, il faut connaître, comme on dit, l'état de la victime. Il faut l'état de la victime. L'état de victime, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la victime, par exemple, nous on dit en notre jargon, donc il faut la conscience, est-ce qu'il est conscient, est-ce que la personne est inconsciente, ainsi de suite, hein? Est-ce que la personne respire, est-ce qu'elle ne respire pas, mais pour chaque cas maintenant, il y a des gestes à faire. Il y a des gestes élémentaires à faire. Donc ça, c'est des cours ça fait l'objet de cours. Comme je l'ai dit tantôt, s'il y a des gens qui voudraient vraiment avoir des connaissances par rapport à ça, donc nous sommes disposés à le faire. Donc pour vous dire que seulement la première chose à faire, si on n'a pas les notions de tout, ça la protection, tout le monde doit pouvoir faire la protection. Voilà. Donc désolé tout ce qui est. Toute personne qui veut venir, qui n'a pas les notions, ou bien qui risque de se blesser, hein, donc il faut les écarter du lieu. Voilà. Protéger aussi la victime aussi, c'est important aussi. Voilà. Donc d'une manière globale, donc c'est ça. Parlez-nous un peu de votre bilan. Voilà, donc d'une manière globale, hein, le bilan. Donc pour le premier.
Voilà, donc pour le bilan, je m'avais vous donné le bilan du premier semestre de l'année 2014. Donc, donc, nous sommes actuellement à 3801 sorties, réparties comme suit. Pour les incendies, donc, nous sommes à 470 sorties, qui représentent les 12% de nos sorties. Et les secours à victimes, donc les secours à victimes, c'est les accidents et les personnes asphyxiées. Nous sommes à 1721 sorties, qui représentent les 45%. Donc vous voyez, donc c'est important, c'est presque la moitié. Hein. Donc là, pour faire un petit commentaire, pour les accidents de la circulation, nous sommes à 1709 sorties pour accidents de la circulation. Pour les malades, maintenant, les accidents d'assistance à la personne, comme on dit, nous sommes à 855, qui regroupent les malades et les personnes qui sont en danger. Les malades, généralement, c'est les malades que nous ramassons sur la voie publique. On nous appelle pour une personne qui est tombée malade donc sur la voie publique. Là, ça représente 561 personnes victimes. Pour les opérations diverses maintenant, là nous sommes à 455 sorties, ce qui regroupe donc les ravitaillements en eau, assainissement, les alertes motivées aussi, parfois, compte tenu de la distance. Parfois, on nous appelle pour une intervention, on arrive sur les lieux, mais malheureusement, peut-être que les victimes ont été évacuées avant notre arrivée. Donc il y a peut-être une ambulance qui est venue, ou bien un particulier qui a pris le truc avant notre arrivée. Ou bien un incendie, on vient avant notre arrivée, donc l'incendie est déjà éteint. Voilà, donc ce qu'on appelle donc les alertes motivées. Fausse alerte aussi, c'est important, nous sommes à 27. Fausse alerte, c'est quoi? On nous appelle pour un accident ou bien pour un sinistre, malheureusement, ça n'existe pas. Bon, c'est généralement ça aussi, c'est important. Donc, pour dire aux populations aussi que vraiment le fait de faire bouger aussi inutilement les secours, donc ça n'encourage pas, ça atteint un peu donc le travail que nous sommes en train de faire, notre efficacité. Donc là, nous sommes à 27. Les corps sans vie, nous sommes à 79. Corps sans vie, c'est-à-dire qu'on nous appelle pour un corps sans vie qu'on a trouvé donc sur la voie publique ou bien voilà, dans un lieu public, et nous on est obligé d'aller donc prendre le corps sans vie, donc en liaison avec la police bien entendu pour le constat, tout ça. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous donner pour le bilan. Pour rentrer un peu dans les détails, j'aimerais vous dire par exemple pour les accidents de la circulation. Accidents de la circulation, comme je vous ai dit tantôt, donc nous sommes à 1679 et là le nombre de décès, nous sommes à 53 cas de décès. Donc pour les accidents de la circulation, 2771 ont été sauvés, mais malheureusement il y a 53 cas de décès. Si on vient au niveau donc de la répartition, quels sont les moyens les plus touchés pour les accidents? Donc surtout les piétons qui sont renversés par les véhicules automobiles. Là c'est important. Là nous sommes à 295 sorties avec 21 personnes décédées et 299 qui ont été sauvés, qui n'ont pas été en fait, qui ont été blessés, mais qu'on a pu transporter vivants donc au niveau des structures hospitalières. Et nous avons aussi, important, les cyclomoteurs renversés par un véhicule. C'est le cas de Jakarta, donc je veux dire voilà, le cas de Jakarta. Nous sommes à 267 actuellement cas de sortie pour des motocyclettes qui ont été renversées par un véhicule automobile. Et là, nous avons enregistré beaucoup de cas de décès aussi. Et maintenant, les piétons renversés aussi par un cyclomoteur. Nous sommes à 274. Voilà, 274 cas. Et si on vient maintenant pour les malades, généralement les malades c'est les gens qui ont des malaises, soit c'est des crises d'épilepsie, ainsi de suite. Donc ça c'est les malades. Nous sommes à 112 donc sortis avec un nombre assez important aussi de victimes, à 116 cas de victimes. Voilà, donc d'une manière globale, c'est ce que nous avons donc au niveau donc de nos statistiques. Pour parler un peu maintenant pour les cas de noyade, c'est surtout au niveau, c'est les interventions au niveau des puits.
Voilà, au niveau des puits, actuellement nous avons eu affaire durant ce premier semestre de 2014, 4 cas donc, pour des interventions, c'est au niveau des villages, hein. Donc c'est des gens qui tombent soit accidentellement ou bien par des cas de suicide qui se jettent dans des puits. Voilà. Mais pour le restant maintenant, c'est des cas de noyade dans des piscines au niveau de Sali, voilà, donc, ou bien des bassins de rétention qui sont au niveau donc, des villages aussi. C'est des enfants qui s'amusent, qui viennent, qui tombent. Malheureusement, il n'y a personne pour les sauver, il n'y a pas de surveillance, donc qui décèdent. Voilà. Donc quelques cas maintenant, c'est au niveau de la plage de Mboro et la plage de Ngaparou où nous avons enregistré aussi quelques cas de noyade. Voilà. Donc en gros, c'est ce que nous avons pour le moment comme statistique. Voilà. Donc peut-être que maintenant, c'est pour le premier semestre et nous peut-être que avec la prévention et la sensibilisation, tout ça, donc au niveau des populations, peut-être que ça va considérablement diminuer. Mais ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, donc les accidents ont diminué par rapport à l'année dernière. Voilà, donc avec l'avènement des douanes, surtout sur l'axe Thiès-Dakar. Voilà, Thiès-Dakar et Thiès aussi en allant vers Touba. Voilà. Donc là, on a eu peut-être quelques cas d'accidents spectaculaires, mais qui ne sont pas nombreux, voilà, qu'on a pu gérer. Mais à part ça, donc, mais là aussi, il faut insister aussi au niveau des statistiques aussi, le cas des industries aussi. Donc on a eu des cas, quelques feux, des incendies d'industrie. Par exemple, l'usine textile, de recyclage textile qui est à Diourbel, donc qui a pris feu et tout a brûlé, hein, franchement. Voilà. Et l'usine aussi Dangote aussi, on a eu un feu à Dangote. Voilà. Donc tout récemment aussi, donc on a eu un petit feu aussi aux ICS, donc de Mboro, donc à Darkouros. Donc c'est des cas particuliers. Actuellement, nous avons entamé donc des visites de prévention, de sécurité pour conseiller donc toutes ces industries à mettre en place donc un plan d'opération interne, voilà, pour mieux donc accroître donc le dispositif, pour mieux améliorer le dispositif sécuritaire, voilà, et pour aussi éviter ces cas de feu. Donc même s'il y a maintenant feu, maintenant ils auront des équipes qui seront sur place pour intervenir avant notre arrivée. Voilà. D'accord. Mon colonel, l'émission tire à sa fin. Vous pouvez faire vos remerciements. Voilà, donc vous savez, bon, en fait pour les remerciements, donc je vais commencer d'abord par le commandement, ça il faut le dire, hein, donc l'état-major de la brigade nationale de sapeurs-pompiers, vraiment qui nous soutient, qui soutient les unités, et par rapport à la politique, parce que nous on ne fait que appliquer et mettre en place, donc mettre en œuvre la politique donc, du commandement. Et je sais que le commandement a mis en place donc une politique d'abord de renforcement des capacités des unités, voilà, et tout récemment donc avec l'acquisition de beaucoup de moyens donc d'intervention. Donc il y a les ambulances, il y a les engins d'incendie, il y a l'équipement donc pour la protection des personnels aussi, voilà. Donc tout ça c'est pour pouvoir vraiment améliorer nos prestations par rapport aux populations. Voilà. Donc pour toujours être au plus près des populations, parce que déjà nous sommes donc dans une phase de quadrillage du territoire national. Voilà. Il y a beaucoup de sites qui ont été déjà enregistrés, qui ont été recensés, et des unités aussi sont en train d'être mises en place. Par exemple le cas de Bambey qui est déjà là. Voilà. Et c'est pas seulement le groupement 2, mais dans tous les autres groupements, voilà. Donc ça c'est un appui vraiment de l'état-major, en commençant par le général et le général commandant le groupement, la brigade nationale de sapeurs-pompiers et l'ensemble du staff qui est à l'état-major, donc qui nous soutiennent, qui sont toujours à côté de nous et qui nous renforcent. Voilà. En plus de ça, maintenant, je vais remercier un peu aussi les autorités administratives, en commençant par le préfet, par les gouverneurs donc des régions de Thiès et de Diourbel. Puis il y a les préfets, les sous-préfets, franchement, qui sont en train d'appuyer aussi les unités qui sont sur le terrain.
Voilà. Donc en plus de ça aussi maintenant, puisque tout le monde sait que le gouverneur est responsable de la protection civile, donc au niveau des régions, les préfets et les sous-préfets donc sont les interfaces par rapport donc aux autres niveaux. Je remercie aussi les autorités locales, les responsables des communautés, des collectivités locales, les maires, voilà, les autorités aussi religieuses et coutumières, parce qu'il faut dire aussi que pendant ces événements, on travaille avec ces autorités religieuses pour les Magal, pour les Gamou, le Popongine, tout ça. Voilà, donc vraiment ils nous ont aidés, il y a une bonne collaboration, ils nous facilitent le travail. Et je profite aussi en cause pour remercier aussi les populations. Parce que les populations qui sont là, c'est vrai que les populations sont exigeantes parce qu'il y a beaucoup de risques actuellement. Mais au moins qui nous comprennent, qui nous aident et parfois même sur le terrain, ils nous appuient par rapport aux interventions. Et ça, c'est à saluer aussi. Et je crois, comme je l'ai dit au début, la sécurité donc incombe à tout le monde. Et les premiers qui doivent intervenir, donc c'est surtout d'abord les populations qui sont sur place, qui sont sur les lieux avant notre arrivée. Voilà. Donc là aussi, j'ai félicité toutes les populations aussi, donc de leur compréhension, de leurs appuis, voilà, et qu'ils continuent à le faire. Et qu'ils sachent que, comme le dit notre devise, sauver ou périr, nous sommes là pour eux, voilà, et quelle que soit l'heure, quel que soit le temps qu'ils nous appellent, et nous serons toujours prêts à intervenir et à venir les secourir. Voilà, et j'en profite aussi pour vous remercier aussi. Voilà, donc vous nous avez donné l'occasion donc de nous adresser aux populations, de faire comprendre aux populations les métiers de sapeur-pompier, de leur donner en fait notre bilan, les résultats de notre travail. Et vraiment, je vous souhaite aussi vraiment une bonne poursuite, vraiment beaucoup de promotion donc pour votre nouvel organe de presse. Et je crois que je serai toujours disponible et pour vraiment avoir cette opportunité pour vraiment véhiculer des messages par rapport aux populations. Je vous en remercie. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Karangé. On vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Voilà, donc je tiens aussi à remercier nos collaborateurs donc, qui sont au niveau des régions. En l'occurrence, d'abord, je vais commencer par les médecins-chefs donc, régionaux, donc les médecins-chefs de Thiès, la région de Thiès, région médicale et la région médicale de Diourbel aussi. Vraiment, qui ne ménagent aucun effort pour mettre les moyens en ambulance surtout à notre disposition. D'abord, pendant les grands événements religieux, la couverture de ces événements religieux, et en même temps quand il y a de grosses interventions, par exemple les accidents avec plusieurs blessés, donc vraiment ils mettent les ambulances, les moyens à notre disposition. Comme on dit, la gestion de certaines interventions doit être intégrée. Voilà. Bon, parce que nous, au niveau de nos unités, peut-être que nous avons les moyens, mais les renforts généralement viennent des autres structures sanitaires, par exemple. Voilà. Donc, je remercie aussi les services régionaux de l'hydraulique, des eaux et forêts, qui mettent leur système à notre disposition quand ils avaient par exemple de grands feux. Voilà. C'est le cas par exemple le feu que nous avons eu à Diourbel avec l'usine de recyclage textile. Donc l'hydraulique a pu mettre donc, des moyens conséquents à notre disposition. Et même malgré ça aussi, pendant ces événements aussi, donc on met les événements religieux, les grands événements, donc les gens, l'hydraulique met des moyens à notre système à notre disposition. Et en même temps que les eaux et forêts aussi. Je remercie aussi la gendarmerie, la police avec lesquels on travaille sur le terrain parce que c'est eux, quand il y a un accident, quand il y a un sinistre, ils sont obligés d'être là parce que c'est eux qui font le constat et qui nous aident par rapport à ça. Et généralement, par rapport même à certaines circonstances, ils prennent déjà les premières mesures sur le terrain avant notre arrivée. Voilà, donc c'est pour cela qu'il y a vraiment une bonne collaboration avec ces acteurs. L'armée aussi, voilà, parce que l'armée, quand il y a le plan Orsay, quand il y a par exemple ces grands événements religieux, comme je l'ai dit, comme récemment avec Popongine, donc eux déjà ils mettent des moyens sur place, donc dans la gestion aussi bien des accidents sur la voie publique que donc les structures de PMA qu'on appelle des postes médicaux avancés qui mettent sur place en collaboration donc avec aussi bien
les structures sanitaires que aussi les pompiers qui sont avec eux. Voilà, donc j'ai tenu à remercier tous ces hommes et à remercier aussi de manière globale l'ensemble des chefs de services régionaux, les services régionaux donc qui sont là dans le cadre donc du CRD, dans le cadre de la préparation donc des événements, dans la préparation en amont, voilà, et en aval aussi, donc de la gestion de tous ces grands événements, ces catastrophes. Donc malheureusement, qui sont là, qui nous menacent. Voilà. Donc c'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Karange. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.